Aujourd'hui, je vais continuer avec la lecture de Homo Academicus de Pierre de Bourdieu. Nous avons commencé avec la deuxième partie. Alors, ou encore, selon Burton Clare, qui voit en eux les représentants de différentes cultures, des teachers, de way, tous ces étudiants, des scolaires recherche, chimistes ou biologistes totalement engagés dans son laboratoire. Les démonstrateurs sortent des moniteurs attachés à transmettre des compétences techniques des consultants enfants qui passaient à autant de temps en avion et sur le campus que sur le campus. 12. Declare Faculty Organization and Authority (ITF) launches the study of academic administration. Boulder, Colorado Western Interstate Commission for Higher Education. 1963, pp. 37-51 et Faculty Culture in the Study of Campus Culture. Boulder, Colorado Western Interstate Commission for Higher Education. 1963 ou enfant, mais où pourrait continuer ainsi longtemps les subtypes distingués par John W. Gustav, des scholars qui se considérait non comme un emploi mais comme un citoyen libre de la communauté académique. The curriculum adverses the individual entrepreneur, the consultant to use hors du campus, the administrator of the cosmopolitan, orienté vers l'extérieur. 13. G.W. Gustav Community Consensus and Conflict, The Educational Record 47 par 1966. Il est à peine besoin de faire remarquer tous les cas où les conseils ignorés et les stéréotypes de mis avant, comme celui des jeunes sociologistes, se trouvaient transformés en ce type de scientifiques consultants outsiders et toutes les indices subtils où se trahit la position d'analyse dans l'espace analysé. En fait, ces typologies n'ont quelque crédibilité que dans la mesure où, étant le produit des schèmes classificatoires en usage dans l'univers considéré, elles procèdent par partition réelle analogue à celle que perd l'intuition ordinaire d'un univers de relations objectives ainsi réduite à une population de professeurs d'université et interdisant de penser les champs universitaires comme tels, et dans les relations qui unissent aux différents moments de son histoire et dans les différentes sociétés nationales, d'une part un champ de pouvoir et d'autre part un champ intellectuel et scientifique. Si ce produit, malheureusement très connu, est parfaitement représentatif de ce que l'on donne souvent pour de la sociologie, méritait qu'on s'y arrête. C'est que, du fait de la retraduction en langue d'allure savante qu'ils opérant, ils pouvaient faire croire
et pas seulement à leur auteur qu'ils donnaient accès à un niveau supérieur de connaissances et de réalité, alors qu'ils disaient moins en définitive que la description directe d'un bon informateur. Les classifications qu'engendrent une application masquée des principes de division et de division normalement utilisés pour les besoins de la pratique ressemblaient en effet, selon les mots de Wittgenstein, à ce que l'on obtiendrait si l'on voulait classer les nuages d'après leur forme. Leur forme 14. L. Wittgenstein, Philosophie Bemerkungen, Oxford B. Blackwell, 1964. Bien. Mais les apparences sont souvent pour l'apparence et ces descriptions sont objets qui ont pour elles la logique de l'expérience ordinaire et les dehors de la scientificité sont mieux faites pour satisfaire les attentes communes que les constructions de la science, à la fois directement affrontées à la particularité du cas particulier, ceci dans sa complexité est beaucoup plus éloignée de la représentation première que donnée du réel le langage ordinaire ou sa retraduction d'une savante. Ainsi, la science sociale ne peut rompre avec les critères et les classements communs et s'arracher aux luttes dont ils sont les induits et les instruments que à condition de les prendre explicitement pour objet au lieu de les laisser s'introduire subrepticement dans le discours scientifique. L'univers dont elle doit rendre compte est l'objet, et pour une part au moins les produits de représentations concurrentes, parfois antagonistes, qui retendent toute à la vérité et qui par là même à l'existence. Toute prise de position sur le monde social s'ordonnait et s'organisait à partir d'une position déterminée de ces mondes, c'est-à-dire du point de vue de la conservation et de l'augmentation des pouvoirs associés à cette position. C'est ainsi que dans un univers qui, autant que les champs universitaires, dépend dans sa réalité même de la représentation que s'en font les agents, ceux-ci pouvant tirer parti de la pluralité des principes de la hiérarchisation et du faible degré l'objectivation du capital symbolique pour tenter d'imposer leur vision et de modifier à la mesure de leur pouvoir symbolique leur position dans l'espace et en modifiant la représentation que les autres et eux-mêmes peuvent avoir de cette position. Rien de plus révélateur sous ce rapport que les savants propos exhortent, préambules ou préfaces qui cherchant souvent sous les apparences du préalable méthodologiquement indispensable des tentatives plus ou moins habiles pour transformer en vertu scientifique les nécessités et surtout les limites inscrites dans une position et une trajectoire en même temps que pour déployer de leur enchantement les vertus inaccessibles. On verra ainsi l'érudit que l'on dit volontaires étroit et qui ne peut pas ne pas le savoir,
On les lui a sans doute annoncé 1000 fois et de 1000 façons dans la langue cruellement euphémisée des jugements académiques et d'abord peut-être et au travers des verdicts magistraux qui lui accordaient seulement le sérieux. Travailler à discréditer les audaces des essagistes brillants et des théoriciens ambitieux. Quant à ces dernières, ils sauront recours à la rhétorique de l'antiphrase pour leur érudition, qui livre des précieux matériaux à leur réflexion et il faudra qu'ils se sentent réellement menacés dans la position hégémonique qu'ils s'agissent pour annoncer ouvertement leur mépris souverain pour les prudences mesquines et stériles des cuistres positivistes. 15. On s'en à ce cas un peu irréel, parce que trop éprouvé, faute de pouvoir livrer les études des cas, vouées à apparaître comme des excursions polémiques qui permettraient seules de démonter les stratégies les plus typiques de cette rhétorique de l'auto-légitimation et de démontrer que les caractéristiques génériques et spécifiques de la position occupée et dans les chambres universitaires et dans telles sous-chambres spécialisées s'ils expriment le plus souvent de manière hautement euphémiste, quoique parfaitement transparent pour les gens avertis. Bref, comme on le voyait bien dans les polémiques qui sont le temps force d'une concurrence symbolique de toutes les instances, la connaissance pratique du monde social et tout spécialement des adversaires avait à une partie pris de réduction. Elle recourt à des étiquettes classificatoires qui désignent ou repérant des rôles et des rôles de propriété syncrétiquement appréhendés et n'enfermant pas la connaissance de leurs propres principes. Et il faut ignorer de cette logique pour apprendre d'une technique comme celle des juges qui consiste à interroger un groupe d'agents traités en experts sur les problèmes en discussion. Par exemple, les critères pertinents pour définir le pouvoir universitaire ou la hiérarchie des prestige, qu'elle permettrait d'échapper à la question des instances fondées à légitimer les instances de légitimer. Il suffit en effet de mettre à l'épreuve cette technique pour voir qu'elle reproduit la logique même du juge qu'il est censé arbitrer les difficultés jugées, et les mêmes juges, à différents moments, mettent en ouvert des critères différents, voire incompatibles, reproduisant ainsi mais seulement de manière imparfaite parce qu'une situation artificielle la logique des jugements classificatoires que les agents produisent dans l'existence ordinaire, mais surtout la moindre tension ou relation entre les capteurs recueillis et les propriétés de ceux qui les formulent prévoir que l'on préjuge de la nature des jugements obtenus en préjugeant des critères de sélection des juges, c'est-à-dire de leur position dans l'espace encore inconnu à ce stade de la recherche qui est un principe de leur jugement. Est-ce qu'à dire que les sociologues n'aient d'autre choix que d'user de la force technique mais aussi symbolique de la science pour s'instruire un juge des juges?
et imposer un jugement qui ne peut jamais être complètement affranchi des présupposés et des préjugés associés à sa position dans le champ qu'il prétend objectiver ou d'abdiquer les pouvoirs de l'absolutisme objectiviste pour se contenir d'un enregistrement perspectiviste des points de vue et présence dans les siens. En réalité, la liberté à l'égard des déterminismes sociaux qui pressent sur lui est à la mesure de la puissance de ses instruments théoriques et techniques d'objectivation et surtout peut-être de sa capacité de retourner en quelque sorte contre lui-même, d'objectiver sa propre position au travers de l'objectivation de l'espace à l'intérieur duquel se définissant de sa position et sa vision première de sa position et des positions opposées, de sa capacité d'objectiver du même coup en l'intention même d'objectiver, de prendre sur le monde et notamment sur le monde dont il fait partie d'un point de vue souverain absolu et de travailler à exclure de l'objectivation scientifique tout ce qu'elle peut devoir à l'ambition de dominer en se servant des armes de la science et sa capacité enfin d'orienter l'effort d'objectivation vers les dispositions et les intérêts que le chercheur lui-même doit à sa trajectoire et à sa position et aussi vers sa pratique scientifique, vers les présupposés qu'elle a engagés dans ces concepts et ces problématiques et dans toutes les visées éthiques ou politiques associées ou intérêts sociaux inhérents à une position dans le champ scientifique. 16. Le relativisme historiciste ou sociologiste qui invoquait l'insertion du chercheur dans le monde social pour mettre en question sa capacité d'accéder à une vérité transhistorique ignorait à peu près toujours l'insertion dans le champ scientifique et les intérêts corrélatifs, s'interdisant ainsi toute possibilité de contrôler sur ce qui est la méditation scientifique à travers laquelle s'exercent tous les déterminismes. Lorsque la recherche a pour objet l'univers même où elle s'accomplit, les acquis qu'elle assurait peuvent être immédiatement réinvestis dans le travail scientifique au titre d'instrument de la connaissance réflexive des conditions et des limites sociales de ce travail qui est une des armes principales de la vigilance épistémologique. D'autres ne peut-on en effet faire avancer la connaissance du champ scientifique et qu'à condition de se servir de la science que l'on peut en avoir pour découvrir et surmonter les obstacles à la science qui sont impliqués dans le fait d'y occuper une position et une position déterminée, et non, comme à l'ordinaire, pour réduire les raisons des adversaires à des causes des intérêts sociaux. Tout permet de penser que le chercheur a moins intérêt, du point de vue de la qualité scientifique de son travail, à voir les intérêts des autres qu'à voir ses propres intérêts, à savoir ce qu'il a intérêt à voir et à ne pas voir. Et l'on peut ainsi, sans les moindres soupçons de moralisme, avancer que les profits scientifiques ne sauraient être obtenus en ce cas qu'à condition de renoncer au profit social, à condition notamment d'être en garde contre la tentation
de se servir de la science ou de l'effet de la science pour tenter de triompher socialement dans les champs scientifiques, ou, si l'on préférait, que l'on a sans doute quelque chance de contribuer à la science du pouvoir, qu'à condition de renoncer à faire de la science un instrument de pouvoir, et d'abord dans l'univers de la science. Généalogie nietzschéenne, critique marxiste des idéologies, sociologie de la connaissance, tous les procédures parfaitement légitimes qui visent à rapporter les productions culturelles à des intérêts sociaux ont été le plus souvent dévoyés par l'effet du double jeu lié à la tentation de faire servir dans les luttes de la science de lutte. Cette sorte d'usage illégal de la science sociale ou de l'autorité qu'elle peut donner trouvait une réalisation exemplaire parce qu'exemplairement née dans un article où Raymond Baudon donnait pour une analyse scientifique du champ intellectuel français une dénonciation du succès extra-scientifique qui chaque fort mal un plaidoyer froidement consentant à faire d'obscurité vertu. 17. C'est R. Boudon, l'intellectuel et ses publics. Les singularités françaises, un J. de Renault et J. Garmeyer est français qui est vous, Paris, la documentation française 1981, pp. 465, 104, 400, 80. Une description qui n'enfermait aucun retour critique sur la position à partir de laquelle elle s'exprimait ne peut avoir d'autre principe que les intérêts associés au rapport non analysé de l'analyste entretient avec son objet. Rien d'étonnant. Donc, si la thèse fondamentale de l'article n'est autre chose que une stratégie sociale visant à discréditer la hiérarchie nationale des célébrités et lui rapprocher des traits purement françaises, c'est-à-dire liés à des singularités et des particularités automatiquement identifiés à des archaïsmes avec les thèmes de l'esprit littéraire et à opposer à cette hiérarchie tacitement désignée comme différente de la hiérarchie internationale, seule scientifique et par là comme extra-scientifique d'une hiérarchie supposée scientifique parce qu'internationale, c'est-à-dire américaine. 18. Le fait que l'essentiel du raisonnement qui soutient ce discours, la hiérarchie française, est différent de la hiérarchie internationale. La hiérarchie internationale est le seul scientifique dont la hiérarchie française est extra-scientifique, reste à l'état implicité jusque dans un test à prétention scientifique manifeste. Une des propriétés fondamentales du procès polémique les plus caractéristiques des luttes anciennes du champ intellectuel, prenant appui sur des présupposés partagés par tous les groupes, les stratégies de diffamation visant à entamer les traits symboliques des concurrents procédant par insinuation plus ou moins calomnieuse qui ne supporteraient pas le plus souvent des traits complètement explicités.
Est remarquable cette prise de position scientiste ne reçoit pas les moindres commencements de vérification empirique, ce qui obligerait à découvrir par exemple que, comme on le verra, une fraction importante des producteurs qui dominaient ce qui, dans un article déjà ancien, 19, Pierre de Bourdieu, les marches de viande symbolique, l'année sociologique, Paul Bandu, 1971, pp. 49, 126. J'appelais champ au marché restreint et que Raymond Boudon, toujours soucieux des signes extérieurs de scientificité, nommé sans référence marché en sont aussi les plus reconnus sur les marchés de reproduction ou que les scores les plus élevés en matière de traduction en langue étrangère ou de mention dans les citations index, qui n'a rien de typiquement français, sont généralement obtenues. Sauf pour les disciplines les plus traditionnelles comme l'histoire ancienne ou l'archéologie, qui n'ont rien de si littéraire, par les chercheurs les plus reconnus dans les secteurs les plus extra-scientifiques du marché national. En construisant l'ensemble fini et complet des propriétés qui fonctionnaient comme des pouvoirs efficients dans la lutte pour les pouvoirs spécifiquement universitaires et qui possédaient à des degrés divers l'ensemble des agents efficients, les sociologues produisent un espace objectif, défini de manière méthodologique et univoqué donc reproductible et irréductible à la somme de toutes les représentations partielles des agents. Ainsi, la construction objectiviste, qui est la condition de la culture, avait la vision première et avec tous les discours mixtes, mêlant la demi-concret et la demi-construite, l'étiquette et le concept aussi, ce qui permet de réintégrer dans la science de l'objet les représentations pré-scientifiques qui font partie intégrale de l'objet. On ne peut en effet dissocier l'intention d'établir la structure du champ universitaire, espace à plusieurs dimensions, construit sur la base de l'ensemble des pouvoirs qui peuvent devenir efficients à un moment ou à un autre. Dans les luttes de concurrence et l'intention de décrire la logique des luttes qui trouvait leur principe dans cette structure, visait à la conserver ou à la transformer en redéfinissant la hiérarchie des pouvoirs dont les critères, lors même qu'elle ne revêt pas la forme organisée d'une concurrence entre groupes consciemment mobilisés ou tacitement solidaires. La lutte dont les critères et les propriétés qu'ils désignent sont à la fois l'instrument et l'enjeu et un fait indiscutable que le chercheur doit intégrer dans son modèle de la réalité au lieu de tenter d'esquisser artificiellement et sans toutefois
constituant un arbitraire ou un spectateur impartial. Juge en dernière instance qui serait seul en mesure de produire les bons rangements propres à mettre tout le monde d'accord en mettant chaque chose à sa place. Il lui faut déplacer l'alternative de la vision objectiviste des classements objectifs, dont la recherche d'une échelle unique et d'un visée cumulé représentait une expression caricaturale et de la vision subjectiviste ou mieux perspectiviste qui se contenterait d'enregistrer la diversité des hiérarchies traitées comme autant de points de vue incommensurables. En fait, comme les champs sociaux pris dans son ensemble, les champs universitaires est le lieu d'une lutte de classement qui, en travaillant à conserver ou à transformer l'état du rapport de force entre les différents critères et entre les différents pouvoirs qu'il désigne, contribuait à faire le classement tel qu'il peut être saisi objectivement à un moment donné du temps, mais la représentation que les agents se font du classement est la force et l'orientation des stratégies qu'ils peuvent mettre en œuvre pour la maintenir ou la subvertir dépend de leur position dans le classement objectif. Bon, cette lutte peut ne pas s'apercevoir en tant que telle et tel agent ou groupe d'agents peut menacer le crédit d'autres nombre de champs par sa seule existence, par exemple en imposant des modes de pensée et d'expression nouveaux et des critères d'évaluation favorables à cette reproduction, sans les posséder consciemment en tant que concurrents et moins encore en tant qu'ennemis, et sans recourir à des stratégies expressément tournées contre eux. Le travail scientifique vise donc à établir une connaissance adéquate à la fois des relations objectivistes entre les différentes positions et des relations nécessaires qui s'établissent par la médiation des habitudes de leurs occupants entre ces positions et les prises de position correspondantes, c'est-à-dire entre les points occupés dans cet espace et les points de vue sur cet espace même qui participaient de la réalité et du devenir de cet espace. Et en d'autres termes, l'essaiement qui produit le travail scientifique à travers la délimitation des régions de l'espace de position et les fondements objectifs des stratégies classificatoires par lesquelles les agents visant à les conserver ou à les modifier et au nombre desquels il faut contre la Constitution un groupe mobilisé en vue d'assurer la défense des intérêts de leurs membres. La nécessité d'intégrer les deux visions objectivistes et perspectivistes au prix d'un travail tendant à objectiver l'objectivation, à faire la théorique de l'effet de théorie, s'imposait pour une autre raison, sans doute fondamentale, tant du point de vue théorique que du point de vue éthique ou politique. La construction savante de l'espace objectif des agents et des propriétés agisant tend à substituer à la perception globale et confuse de la population des puissants d'une perception analytique et réflexive, détruisant ainsi les flux et les brouillards d'imprécision et d'incertitude qui sont constitutifs de l'expérience ordinaire. Comprendre
objectivement le monde dans lequel on vit sans comprendre le logique de cette compréhension. Et ce qui l'a séparé de la compréhension pratique, c'est s'interdire de comprendre ce qui fait que ce monde est vivable et viable, c'est-à-dire le flux même de la compréhension pratique, comme dans le cas de l'écharpe de Don, la thèse objectiviste qui ne se connaît pas dans sa vérité annuler les conditions de possibilité de la pratique, c'est-à-dire la méconnaissance des modèles propres avant des raisons de la pratique, et seule les satisfactions de la vision objectiviste procurent à l'humeur réductrice pourrait porter à oublier d'introduire dans le modèle de la réalité la distance d'expérience au modèle objectiviste, qui fait toute la vérité vécue de l'expérience. Il est sans doute peu d'univers qui offrent autant de liberté, autant de supports institutionnels même, au lieu de la dissimulation à soi-même et au décalage entre la représentation vécue et la vérité de la position occupée dans les champs ou dans l'espace social. La tolérance accordée à ce décalage est sans doute la vérité la plus profonde du milieu qui autorisait et favorisait toutes les formes de clivage du moi, c'est-à-dire toutes les manières de faire coexister la vérité objective confusément aperçue et sa négation, permettant ainsi aux plus démunis des capitales symboliques de survivre dans cette lutte de tout contre tout, où chacun dépend de tous les autres à la fois concurrents et clients, adversaires et juges pour la détermination de sa vie, de sa vérité et de sa valeur, c'est-à-dire de sa vie et de sa mort symbolique. 21. Il faudrait analyser les procédures de la sémiologie et de la statique spontanée à travers lesquelles se constitue l'intuition pratique de la position occupée dans la distribution du capital spécifique, et notamment des déchiffrements et le dénombrement des indices spontanés ou institutionnalisés de la position occupée, et aussi les mécanismes de défense et de négation de la vérité, tels toutes les formes de clubs d'admiration mutuelle ainsi que toutes les stratégies de compensation et de substitution, comme le syndicalisme universitaire et la politique qui offrent un terrain favorable aux stratégies de double identité et de double langage, favorisées par l'usage de concepts indéfiniment extensibles tels que travailleurs, ou les transformeurs des mots et des modes des modes, des modes et des modes de pensée empruntés aux luttes ouvrières. Étant entendu que ce système de défense individuelle n'aurait guère d'efficacité sociale s'il ne rencontrait la complicité de tous ceux qui l'occupation d'une position identique ou homologue porte à reconnaître dans ses erreurs vitales et ses illusions de suivre l'expression d'un effort pour préserver dans une trait social qui est aussi leur nombre de représentations et de pratiques plus ou moins institutionnalisées ne pouvant se comprendre en effet que comme des systèmes de défense collectifs par lesquels les agents trouvent un moyen d'échapper aux mises en question trop brutales que susciterait l'application rigoureuse des critères proclamés.
sur de la science ou de l'érudition. Par exemple, par exemple, c'est ainsi que la multiplicité des échelles d'évaluation scientifique ou d'administrative universitaire ou intellectuelle offrait une multiplicité de voies de salut et de formes excellentes et permettant à chacun de se masquer avec la complicité de toutes des vérités connues de toutes. 22. Un des facteurs de brouillage de hiérarchie réside dans la division en disciplines et à l'intérieur de celle-ci une spécialité qui vient que hiérarchise offrant des hiérarchies autonomes. Les protocoles scientifiques doivent prendre en compte les effets de flux qui l'indétermination des critères et des principes de hiérarchisation engendre dans l'objectivité même. L'incertitude, par exemple, des critères comme le lieu de publication ou le nombre de colloques ou de conférences à l'étranger tient au fait qu'il y a pour chaque science une hiérarchie complexe et discutée. Des revues et des maisons d'édition, des pays étrangers et des colloques, et aussi que ceux qui refusent de participer pouvant rejoindre dans une même fréquence ceux qui ne sont pas invités. Bref, ce serait attendre gravement à l'objectivité que d'omettre d'inscrire dans la théorie une précision objective de hiérarchie que les modèles construits sur la base d'un recensement indispensable des indicateurs de statut scientifique visent précisément à surmonter. Et l'on doit se demander si la pluralité même des hiérarchies et la coexistence de pouvoirs pratiquement incommensurable prestige scientifique et pouvoir universitaire, reconnaissance interne et renommée externe ne sont pas l'effet d'une sorte de loi anti-cumul à la fois inscrite dans les structures et tacitement reconnue et en même temps qu'une protection contre les conséquences d'une mise en application sans concession de non officiellement professée. On peut en voir une autre manifestation dans l'effet paradoxal que cet univers qui se réclame de la science ne propose pratiquement pas de signes institutionnalisés de prestige scientifique proprement dit. Sans doute pourra-t-on invoquer l'Institut et la médaille d'or du CNRS, mais la première de ces distinctions semble consacrée à autant de dispositions éthico-politiques que des accomplissements scientifiques, tandis que la seconde est tout à fait exceptionnelle. Et l'on peut comprendre dans la même logique, c'est-à-dire comme une concession imposée par la nécessité de prendre et de donner des garanties contre les risques scientifiques spécifiques du métier des chercheurs. La tendance de tant de comités scientifiques à fonctionner comme des commissions paritaires où les stratégies familières ou occupant des positions dominées au sein du champ universitaire ou scientifique qui consistent à suivre de la capacité d'universalisation offerte par la rhétorique politique ou syndicale pour traiter comme identité des conditions de homologie des positions selon par exemple les schèmes de
Fouape, patron, professeur, père, qui a fait fureur en 1968, et pour établir ainsi des identifications plus ou moins forcées, un homme de la solidarité qui n'est jamais nul de tous les dominés de tous les champs possibles entre des positions et des prises de position aussi éloignées que l'Ouest de Renault et les vacataires de CNRS. La lutte contre l'accélération des cadences et le refus des critères scientifiques. Il faudrait aussi recenser méthodologiquement tous les cas où les politisations fonctionnaient comme stratégie compensatoire permettant d'échapper aux lois spécifiques du marché universitaire ou scientifique. Par exemple, toutes les formes de critique politique de travaux scientifiques qui permettaient à des producteurs scientifiquement de passer de ces données et des données à leur pareil l'illusion de dépasser ce qui les dépasse. L'état du marxisme historique, tel qu'il observé dans la réalité des usages sociaux qui ne sont faits, ne se comprendrait pas si l'on ne voyait pas qu'il a souvent avec toutes les référents au peuple et au populaire cette fonction d'ultime recours permettant au plus démuni scientifiquement de s'instaurer un juge politique des juges scientifiques. Je pense que je vais terminer parce que nous, nous devons commencer avec une autre thème. Non, non, je vais continuer. Excuse-moi. L'individu empirique est l'individu épistémique. S'il a fallu tenter de dégager par une réflexion rétrospective sur les opérations de la recherche et sur le biais qu'elles ont produit les principes de construction qui ont été mis en œuvre, c'est que le travail logique, pour autant qu'il ait réussi, peut contribuer à renforcer le contrôle logique et sociologique de l'écriture et de ses effets et à donner plus d'efficacité aux mises en garde contre les lectures qui tendraient à détruire travail de construction. C'est en effet à condition de savoir pour parler comme Saussure. Ce que les sociologues fait que l'on peut lire adéquatement les produits de ces opérations. Les risques de malentendus dans la transmission du discours scientifique sur le monde social tiennent, de façon très générale, au fait que le lecteur tend à faire fonctionner les annonces du langage construit comme il fonctionnait dans l'usage ordinaire. Cela se voit bien dans le cas où le lecteur, ignorant la distinction, devrait apprendre comme jugement des valeurs du sociologue, des références aux valeurs inscrites dans l'objet qu'il étudie. 23. L'ignorance de cette distinction si fondamentale devait ne se rencontrait pas seulement chez les profanes, comme en témoignent les faits que des sociologues puissent rapprocher à l'analyse des pratiques culturelles d'enregistrer les faits de la moindre légitimité
ou de l'illégitimité des pratiques culturelles des classes dominées. Pour une critique de cette erreur, voir Pierre de Bourdieu, J.C. Chamberlain et J.C. Passeron, Les métiers des sociologues, Paris, Moiton, 1968, page 76. Lorsque, par exemple, il parle des facultés, des écoles hors des disciplines dominées ou des régions inférieures de l'espace universitaire, les sociologues ne fait que constater un fait de valeur dont ils s'efforcent de rendre raison et les rapportant à l'ensemble des conditions sociales de son existence, et il peut même y voir les principes explicatifs de la forme de jugement des valeurs destinées à les réfuter. Par exemple, les protestations que mal lues il peut susciter. Mais ce n'est là qu'une forme minimise parce que grossière et grossièrement visible des malentendus. Et l'effet le plus dangereux de la lecture consiste, comme on peut le voir à propos des noms-preuves, à substituer la logique de la connaissance ordinaire à la logique de la connaissance scientifique. Le discours scientifique appelle une lecture scientifique, capable de reproduire les opérations dont il est lui-même le produit. Or, le mot du discours scientifique est notamment ceux qui désignent des personnages, les noms-preuves ou des institutions. Les collèges de la France sont exactement ceux du discours ordinaire, du roman ou de l'histoire, alors que les référents de ces deux espèces de discours sont séparés par toute la distance introduite la rupture et la construction scientifique. Ainsi, dans l'existence ordinaire, les noms-preuves opèrent un simple repérage aidé à la façon de ce que les logiciens appellent l'indicateur. Il est en lui-même à peu près insignifiant. Dupont ne signifiait pas l'homme Dupont. Les noms portent à peu près aucune information sur la personne désignée, sauf s'il s'agit d'un nom noble ou célèbre ou s'il évoquait une ethnie particulière. Étiquette susceptible d'être apposée arbitrairement sur n'importe quel objet. Il dit de ce qu'il désigne qu'il est différent sans annoncer en quoi il diffère. Instrument, c'est de reconnaissance et non de connaissance. Il repère un individu empirique globalement appréhendé comme singulier, c'est-à-dire comme différent, mais sans analyse de la différence. L'individu construit, au contraire, est défini par un ensemble fini de propriétés explicitement définies qui diffèrent par un système de différences assignables des ensembles de propriétés construites selon les mêmes critères explicites qui caractérisent les autres individus. Plus exactement, il repère son référent non dans l'espace ordinaire, mais dans un espace construit de différences produites par la définition même de l'ensemble fini des variables efficaces. 24. Sur tous ces points, on pourra voir la discussion classique des logiciens sur les noms-preuves et les opérateurs d'individualisation, Russell, Gardiner, Kine
Strausson, etc. Et les réflexions de Lévi-Strauss dans les pensées sauvages, l'excellente analyse de ces variantes, le langage et l'individuel. Paris à Colline, 1973. Ainsi, les Lévi-Strauss construit les traités et produit l'analyse scientifique n'est pas à proprement par l'élément référence que les noms propres que nous utilisons tous les jours pour désigner l'auteur de tristes tropiques. Dans un énoncé ordinaire, Lévi-Strauss est un signifiant auquel peut s'appliquer l'univers infini des prédicats correspondant aux différences de quelque ordre que ce soit qui pouvant distinguer l'éthologie 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 française non seulement de tous les autres professeurs, mais les ensembles d'êtres humains et que nous ferons exister en chaque cas en fonction du principe de pertinence implicite qui nous sera imposé par les besoins ou les urgences de la pratique. La constitution sociologique se distingue d'autres constructions possibles, celle de la psychanalyse, par exemple, par la liste finie des propriétés efficientes des variables avisantes qu'elle retient et de même que par la liste infinie des propriétés qu'elle exclut au moins provisoirement comme non pertinentes. Des variables comme la couleur des yeux ou des cheveux, le groupe sanguin ou la taille sont en quelque sorte mis entre parenthèses et tout se passait comme si Lévi-Strauss construit ne les présentait pas. Mais comme le montre bien le diagramme plan de l'analyse des correspondances où il se distingue par la position qu'il occupe dans un espace construit, Lévi-Strauss épistémique se caractérisait par le système de différences d'intensité inégales et inégalement liées entre elles qui s'établissent entre l'ensemble fini de ces propriétés pertinentes dans l'univers théorique considéré et l'ensemble des ensembles finis de propriétés attachées à l'ensemble des autres individus construits. Bref, il est défini par la position qu'il occupait dans l'espace que ces propriétés ont contribué à construire, pour une part qui contribue aussi à les définir, à la différence de Lévi-Strauss d'Ossiquet, qui est inépuisable. L'individu épistémique ne contient rien qui échappe à la conceptualisation, mais cette transparence à soi de la construction est la contrepartie d'une réduction élaborée de la théorie comme point de vue par principe de vision sélective surgira de l'invention de catégories et d'opérations propres à intégrer la théorie des propriétés provisoirement exclues, par exemple celle qui construit la psychanalyse. 25. On pourrait ainsi opposer l'agent défini par l'ensemble fini des propriétés agissantes dans les champs et l'individu préconstruit. Eh bien, pour aujourd'hui, c'est fini, finalement. Je suis
dans la page 37 et point 25. Voilà, merci. À personne, parce que je suis l'unique personne qui voit, regarde, enfin, tout le monde est très en